Bonjour. Alors, voici une des deux séances pour discuter les perturbations et l'innovation à travers les champs de réglementation et d'ETS, l'évaluation des technologies de santé. Alors, aidez-moi à souhaiter la bienvenue d'abord à Sylvie Bouchard, qui est directrice de l'évaluation des médicaments et de l'évaluation des technologies pour le remboursement à l'INES. Sylvie Bouchard est pharmacienne d'hôpital et elle a rejoint le Conseil du médicament en 2010, qui est devenu l'INES en 2011, où elle a occupé divers postes de direction au fil des ans. Nous souhaitons aussi la bienvenue à Amanda Allard, qui se donne le nom de Mandy. Mandy est directrice examen pharmaceutique à l'ACMTS et est responsable du programme d'examen des remboursements à l'ACMTS, qui comprend les médicaments oncologiques et non oncologiques. Mandy dirige une équipe qui fournit en temps opportun des examens fondés sur des données probantes de l'information clinique et la pharmacoéconomique menant à des recommandations de financement. Avec plus de 10 ans d'expérience dans la prestation de conseils stratégiques pour naviguer dans le paysage canadien des prix et des remboursements des médicaments aux fabricants de produits pharmaceutiques, Mandy comprend le rôle important que jouent les différentes formes de données probantes dans l'évaluation de nouveaux médicaments. Merci à vous deux et merci d'être là. Alors, Sylvie et Mandy auront une discussion sur l'avenir du processus de TS, incluant comment elles voient l'évolution de la participation des patients et des groupes patients dans le processus. Alors, merci. Alors, commençons avec toi et j'aimerais juste que pour ceux ici qui ne comprennent pas exactement ce que tu fais chez l'INES, le rôle de l'INES et comment tu penses à certains de tes défis et c'est quoi les solutions immédiates que tu as en place pour adresser ces défis-là. Oui, alors comme tu as dit, je suis pharmacienne d'abord et avant tout. Je suis à l'INS depuis plus de 12 ans. J'ai eu un leadership dans différents endroits à l'INES. Et maintenant, je m'occupe de l'évaluation des médicaments et de la technologie. Je vais dire que les grands défis que nous avons en ce moment, c'est probablement avec la période de pandémie et juste après la pandémie, donc l'accès aux ressources. Alors, comme plusieurs différentes entreprises à travers le monde, et c'est vraiment une vraie situation au Québec que nous faisons face au manque de ressources, aux ressources d'expérience et la capacité d'attirer et de garder ces ressources pour nous parce que il y a beaucoup d'opportunités pour différentes personnes. Et au point de vue scientifique, et un autre défi, c'est la rapidité de la pression qui est mise sur notre organisation de donner des recommandations et des analyses dans des périodes très courtes de temps. Alors, nous avons dû faire face à ça pendant la pandémie et il y a beaucoup de besoins dans ces éléments-là. Merci beaucoup. Et Mandy, la même question à toi et peut-être juste donner du background sur Cadith et ton rôle. Oui, certainement, merci. Alors, Cadith, c'est une organisation indépendante qui est payée par le gouvernement fédéral, mais aussi les ministères de la santé provinciaux. Et une description du travail qu'on fait, c'est que nous, on fait des évaluations pour la technologie médicale pour aider les gens à prendre des décisions sur la meilleure utilisation des médicaments et des appareils médicaux. Et en tant que directrice de l'évaluation, alors moi, je suis en charge de tout le programme d'évaluation pour les médicaments oncologiques et non oncologiques, mais aussi pour les produits plasmatiques et de thérapie génique. Alors, vraiment, un large éventail de nouveaux médicaments. Et je pense que certains défis que nous, on fait face
Et j'écho pas mal tout ce que Sylvie vient de dire. Pour ce qui est des ressources, les ressources humaines, aussi le temps. Le temps est généralement pas de notre côté. Et aussi, on a beaucoup de pression pour ce qui est de, tu sais, faites-le plus vite. Alors, ça, c'est certaines choses. Je pense une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que dans les dernières années et les discussions des derniers mois, nous avons vu une augmentation de soumissions qui rentrent à chaque mois et ça ne semble pas s'atténuer. Alors, il semble y avoir une tendance chronique et ça explique une des raisons pourquoi nous avons ces pressions-là sur nos ressources. Mais en plus de juste le volume de travail que nous avons, les évaluations eux-mêmes, ils semblent être de plus en plus complexes. Puis je suis sûr qu'on va en parler, puis je suis certaine qu'on va arriver à ça, puis j'ai hâte à cette discussion-là. Mais les évaluations qui rentrent, elles rentrent avec des données différentes. On voit beaucoup d'études phase 2, même des fois des phases 1. Alors, on essaye d'incorporer différentes sortes de données pour mitiger ça, qui demandent plus d'efforts, bien sûr. Et nous avons certaines choses que nous essayons de faire pour essayer de gérer ces défis-là. Alors, une des choses qu'on fait, c'est notre stratégie de données du monde réel. Alors, nous avons une équipe dédiée à ça, puis nous avons annoncé publiquement que nous sommes dans une phase d'apprentissage. Nous nous préparons pour comment gérer ce type d'information et qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Comment est-ce qu'on peut le communiquer? C'est quels morceaux peuvent être le plus utiles aux preneurs de décision? Puis, je vais arrêter là parce que je pourrais continuer, mais je veux pas prendre toute la conversation. Merci beaucoup pour ton enthousiasme. C'est exactement la bonne place. Alors, c'est presque comme une tempête parfaite. Alors, à un moment où les ressources sont serrées, la complexité de ce qu'on te demande de faire est énorme. Et en plus, juste le volume de demandes euh, d'innovation, de développement est là. Alors commençons avec certaines des solutions d'aujourd'hui et même futuristiques que vos organisations considèrent. Tu as mentionné, Mandy, la stratégie de RWE ou de données du monde réel, des DMR. Alors commençons avec ça peut-être. Alors Sylvie, peut-être ta perspective sur ce que j'appelle dans ce concept-ci une tempête parfaite. Alors, c'est quoi les choses que ton organisation regarde à faire pour essayer de faire le pont dans ce que j'appelle un accès plus rapide aux médicaments? Alors, je dirais que l'accès rapide pour la population du Québec, c'est naturellement une priorité pour notre organisation. Alors, comme plusieurs savez, le ministère du Québec ont signé et ont renouvelé la stratégie de santé et Inès doit donc donner des recommandations à l'intérieur de 30 jours de CADES. Alors, l'accès aux patients est poussé surtout par des négociations. Il y a eu beaucoup de défis dans les dernières années qui a créé des délais dans la ligne de temps de l'INES. Et je dirais que le nombre de soumissions a augmenté dans les dernières années. La complexité, comme Mandy a dit, a aussi augmenté. Et nous faisons face à un nouveau paradigme avec des nouvelles méthodologies et l'introduction de différents essais cliniques. Alors, par exemple, les essais paniers. Alors, la qualité des données a aussi changé parce que nous avons plusieurs dossiers qui sont basés sur des phases 2 et non des phases 3. Alors, le niveau d'évidence n'est pas les mêmes. Mais de l'autre côté, le processus d'INES a été modifié et bonifié pour prendre en considération plusieurs critères
dans le processus délibératif et où nous faisons aussi des activités de consultation avec les cliniciens, les patients dans certains dossiers pour bonifier le processus et renforcer le processus. Et aussi pour améliorer l'accès à la population, c'est très important que les manufacturiers soumettent des dossiers aussitôt que possible. Idéalement, même avant, avec des ETS, avec assez de données, puis je suis sûr que Amanda a quelque chose à rajouter à ça. Oui, t'as coupé quelque chose, puis je pense que t'as dit quelque chose de très important parce que je voulais avoir un peu plus de commentaires sur le processus de consultation. Alors, certains bienfaits et les points de guidance qui sont venus du processus de consultation que tu aimerais communiquer et qui est comme vraiment le pont vers l'avenir des processus de TS. Alors, ça serait quoi? Puis désolé, t'as coupé pour un moment. Est-ce que tu pourrais répéter ce que tu demandes aux manufacturiers pour les soumissions des données? Oui, alors Santé Canada a revu les processus et probablement dans les 5-6 dernières années, puis ils ont recommandé différentes façons de, de prioriser, disons, le, le processus d'évaluation en même temps euh, pour Santé Canada, INES et CADEF. Alors nous encourageons les manufacturiers de faire leurs soumissions et de les rendre disponibles le plus tôt possible pour, pour toutes les organisations. Alors quand Santé Canada donne la notice de compliance, l'HTA, l'ETS, euh, les données sont déjà analysées et on a fait les consultations et on est prêt à donner des recommandations. Comme ça permet le PCPA d'aller aux négociations très plus rapidement, en fait. Et ça amène le médicament accessible plus rapidement aussi. Merci beaucoup et merci de l'avoir répété. Mandy, est-ce que tu veux offrir des commentaires pour soutenir ça? Oui, certainement. Alors, pour ce qui est de faire des choses plus vite, et Anne-Marie, tu l'as mentionné, puis ça, c'est quelque chose qu'on a déjà un peu mentionné, mais CADEF et l'INES, nous avons un processus pré-approbation, puis il y a une opportunité pour les manufacturiers d'avoir des contrats avec Santé Canada. Ce que ça veut dire, c'est que Santé Canada peut partager l'information pendant leur évaluation avec nos deux organisations. Alors, on a trouvé que, de ma propre expérience, ça réduit le potentiel de vraiment réduire les délais. C'est beaucoup plus efficace. On n'attend pas le commanditaire d'être comme le mitoyen ici. Puis on a eu des belles expériences avec ça. Et donc, personnellement, j'encouragerais tous les manufacturiers de prendre avantage de ce processus-là parce qu'on voit encore que au moins la moitié des soumissions qui passent à travers le processus ne sont pas, ils ne prennent pas avantage de cet alignement entre Santé Canada, INES et CADEF. Et je veux aussi mentionner que je pense qu'il y a une perception ici qu'il y a peut-être des manufacturiers qui croient que signer cette entente-là aurait un délai, causerait un délai dans le processus, un délai à l'accès, mais c'est seulement vrai dans les situations où, par exemple, les compagnies sont en retard et ne prennent pas avantage de ces genres d'opportunités-là. Et l'autre chose aussi, c'est que beaucoup des succès d'amener les choses plus rapidement au marché, c'est des deux côtés. C'est une question de travailler ensemble et d'être transparent. Puis surtout avec les soumissions pré-NOC, on accepte, on prend un risque ici. En fait, beaucoup de risques.
parce qu'on commence à évaluer des médicaments pour des indications qui sont pas là fermes encore, puis il y a toujours une chance que l'indication pourrait changer. Puis si elle change, puis il y a eu des moments où l'indication a changé, puis on a dû retourner et presque recommencer nos évaluations. Mais c'est là qu'on dit que si on peut travailler avec les commanditaires et s'ils sont transparents et ils nous disent qu'il y a des changements potentiels, c'est plus facile pour nous de pivoter et de pousser les choses par en avant, là. Merci d'avoir dit ça, puis j'aime cette rue à deux directions, là. Et vous avez tous les deux parlé de ça, mais juste la complexité de ce que j'appelle le processus de développement, la nature de l'innovation, tout, que ce soit les biomarqueurs, les tests compagnons, les différentes sortes d'essais cliniques, les essais de phase 2, tout ça. C'est tout nouveau et ça donne des nouvelles pressions sur vos organisations. Alors, je sais que les gens qui nous écoutent sont curieux de savoir comment vous pensez à l'avenir du processus pour accommoder toutes ces innovations-là. Alors, Sylvie, je pourrais te poser la question en premier. Connaissant la complexité, qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'organisation pour accommoder toutes ces nouvelles innovations-là? Alors, naturellement, on est ouvert à l'innovation et ça a différentes facettes à ça. Alors, comment est-ce qu'on considère les nouvelles choses qui sont introduites dans la façon normale de faire les choses et comment est-ce qu'on peut accompagner les cliniciens, les ministères et la société en général pour rentrer dans cette vague-là. Alors, on a perdu tous les bienfaits qu'on avait avant avec les traitements, par exemple, ou sans perdre. Alors, dans les 2, 3 dernières années, on a introduit une évaluation parallèle aux tests compagnons avec les médicaments d'oncologie. Alors, on veut juste s'assurer que quand on amène une recommandation au ministère de donner accès à un médicament, le test ne sera pas une barrière à l'accès au médicament. On a aussi changé la façon qu'on peut amener des recommandations. Alors, pour certains médicaments, pour certaines conditions spécifiques, quand on est dans des conditions très rares ou ultra rares, quand l'évolution de la condition médicale est, est, est lente et elle n'est pas rapide, alors alors dans des conditions spécifiques, disons dans une condition rare ou très rare, quand le prognostic de cette condition médicale-là, où l'évolution est lente, quand, quand c'est, on peut amener des recommandations avec une promesse de valeur. Alors, c'est une façon d'introduire l'accès aux médicaments dans une condition spécifique. Alors, alors, on veut l'industrie ou l'académique ou les cliniciens de ramener plus de données dans les données de monde réel, juste pour voir comment le médicament c'est quoi l'expérience avec ce médicament-là dans notre environnement spécifique
pour ensuite être capable, avec ces données-là et ces données de monde réel, juste d'être, juste s'assurer que toutes les incertitudes qui étaient incluses dans la considération, dans notre processus d'évaluation, soit ils sont vrais ou non, et c'est quoi les derniers problèmes. Alors, on voit surtout dans les essais de phase 2, et parlons de ça par exemple, on voit qu'il y a un signal, qu'il y a un médicament et qu'il y a des bienfaits, mais il y a beaucoup d'incertitudes sur la durée ou la magnitude de l'effet. Et on a aussi des incertitudes sur la sécurité, l'innocuité. Alors, les données en monde réel peuvent donner des précisions sur l'incertitude et peut-être 3, 4, 5 ans d'expérience avec le médicament. On peut voir si on avait raison ou non et on peut on peut voir les conditions les conditions d'utilisation et même les conditions pour la négociation pour l'accès peuvent être changées, par exemple. OK, merci. Et Mandy, peut-être que tu peux bâtir là-dessus parce que tu as fait référence avant de tes stratégies, puis ça semble être un bon pont pour ce que Sylvie a dit. Oui, alors chez Cadeth, on a certaines choses qu'on considère où on essaye de gérer, on essaye de mitiger tout ce qui est associé avec les phases 1, les phases 2 et les données pour ces genres de produits innovants qui viennent. Alors oui, alors on a la stratégie de données de monde réel. On a plusieurs experts d'inclus, il y a plusieurs réunions avec différents joueurs où vraiment, je dis littéralement, mais on a vraiment les meilleurs cerveaux. Et Anne-Marie t'a mentionné qu'on a on échange des meilleurs cerveaux. Puis ça, c'était vraiment quelque chose de joint où on avait des gens, puis ça a été organisé par notre équipe de données du monde réel. Mais on a des gens de l'industrie, des cliniciens, des experts en données de monde réel. Puis il y avait aussi des gens, des plans de médicaments provinciaux où on a été capable de faire un brainstorm d'idées de alors quelles données sont nécessaires et qui a ces données-là, qui les analyse et est-ce qu'ils peuvent être de confiance et comment on peut les utiliser pour implanter certaines choses. Alors on continue de travailler là-dessus. Je sais que les données de monde réel c'est quelque chose que c'est nouveau pour tout le monde encore, incluant l'industrie. Alors, on entend des questions tout le temps. Alors, qu'est-ce que tu veux de nous? Alors, Cadeth et notre équipe de données de monde réel ont essayé de bâtir de la guidance pour l'industrie qui devrait sortir dans les prochains mois. Ça va être circulé pour consultation, puis il va y avoir un brouillon, puis on espère voir des types plus standards de données qui vont nous être soumis. L'autre chose que je veux mentionner, puis Sylvie a mentionné la promesse de valeur. Alors, à Cadeth, pour le dernier temps, on a parlé de ce qu'on appelle des recommandations à temps limité. Parce que ces médicaments qui arrivent avec très peu de données et beaucoup d'incertitudes, ben, des fois, ils sont associés avec un besoin non comblé et on comprend qu'ils sont poussés à travers le système pour avoir ces thérapies prometteuses pour qu'il y ait des bienfaits, mais c'est un peu ça mène nos pères un peu dans une place difficile en aval. Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que ça va faire exactement ce que le commanditaire nous dit que ça va faire? Alors, on regarde à implanter certaines choses comme ça, mais vraiment s'assurer qu'on travaille avec les payeurs et aussi le clinique pour s'assurer que ce genre de recommandations-là, s'ils sont là et on commence à les donner, est-ce qu'ils peuvent travailler avec? Parce qu'on veut s'assurer que tout le système est préparé pour gérer ce genre de recommandations-là. Oui,
Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de ton expérience, Sylvie, là-dessus. Et Mandy, j'aimerais juste continuer sur certaines choses que tu as dit. Souvent, on te pose la question, qu'est-ce que tu veux de nous? Et surtout dans un monde où les données de monde réel de différentes sources, que ce soit les biomarqueurs, les diagnostics d'accompagnement et toutes ces choses-là. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'informations sur comment cette question-là est un peu soumise et qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre dans les prochains mois? Et qu'est-ce que tu... Je sais que tu es en train de formaliser les recommandations, mais un peu avoir un peu une idée de c'est quoi. Alors, je veux pas enlever de certaines personnes, puis je veux pas en donner trop ici, mais c'est juste s'assurer que la méthodologie est robuste et d'être transparent. J'ai déjà mentionné le problème de la transparence, mais avoir un dialogue ouvert, être clair à propos des méthodes qui sont utilisées, les populations, les registres, alors qui a été inclus dans les registres, comment est-ce que l'information est collectée. Alors, ça, c'est probablement un bon point de départ. Et là, ensuite, l'autre chose qu'on regarde vraiment et ce sur quoi on se concentre pour essayer de mitiger un peu tout ça, c'est de demander les commanditaires qui soumettent leur dossier, soyez transparents au sujet des trous, parce que si les trous sont identifiés tôt, parce que je leur dis, nous, on va passer beaucoup de temps là-dedans et on va trouver les trous, on va les trouver. Si tu es transparent dès le début, ça donne une opportunité aux commanditaires de donner plus d'informations, passer les données médicales traditionnelles pour essayer de remplir les trous. Puis peut-être on peut faire des études d'observation ou des études de monde réel ou carrément l'inclusion des patients puis des cliniciens peut-être pour remplir les trous. J'aimerais parler de collaboration. Clairement, vos deux organisations collaborent beaucoup et je pense que les gens voient de la valeur et comprennent c'est quoi les facteurs de succès pour cette collaboration, mais naturellement, CADEF a aussi des collaborations avec beaucoup d'organisations internationales. Qu'est-ce que vous cherchez là? Ça va être quoi le bienfait au processus ici au Canada? Peut-être, Sylvie, toi, tu peux parler de la collaboration entre vos deux organisations, puis Mandy, je pense que tout le monde est intéressé par les bienfaits des nouvelles collaborations internationales. Alors, ça fait longtemps que nos organisations se parlent. Nous avons régulièrement, nous avons des échanges et on a aussi, je dirais, des sessions de travail juste pour bien comprendre la situation de chacun de nos organisations et comment on peut travailler, même si c'est de façon différente. Mais comment est-ce qu'on peut être plus clair dans la façon ou comment est-ce qu'on peut être plus transparent et mieux expliquer la façon dont on fait les choses. Puis naturellement, on a des défis, alors on doit aussi parler de ça. Et tes premiers commentaires, c'était le rôle des patients. Et naturellement, le rôle des patients est très important dans nos processus d'évaluation. Euh, on a des employés dédiés à impliquer et revoir tout le feedback qu'on reçoit des patients dans nos évaluations. Puis je veux remercier les associations et les patients qui prennent le temps pour remplir les formulaires et nous envoyer des messages pour parler de leurs besoins et pour avoir les impacts positifs et négatifs des médicaments qu'on analyse. Et à travers leurs lettres, on comprend l'impact positif que eux voient dans l'accessibilité des nouveaux médicaments. Alors, il y a définitivement une voie pour les patients, les associations patients dans les différentes étapes dans nos processus d'évaluation des médicaments.
est définitivement toujours dans une optique de mieux faire les choses, euh, incluant la collaboration des associations patients et des patients eux-mêmes. Merci de finir là-dessus. Et Mandy, un dernier mot sur tes collaborations internationales. Ça semble être un gros agenda ici. Oui, et c'est pas une petite chose, mais c'est vraiment super qu'on a plusieurs agences internationales. Et Inès est inclus là-dedans aussi, mais on a plusieurs agences internationales qui viennent ensemble et on se rencontre au trimestre. Et ça, c'est une des initiatives qu'on pousse vers l'avant. C'est comment est-ce qu'on peut collaborer ou est-ce qu'il y a une opportunité pour partager le travail à travers les agences? Et à ce point-ci, on est très, très au début des étapes. Enfin, on a seulement eu certaines rencontres. Alors, on est encore au point de évaluation de la faisabilité, mais on peut s'entendre qu'on commence avec l'information clinique. Et ce qu'on veut, c'est de trouver des points communs entre ce qui est soumis puis ce qui est carrément mise en dossier et pour voir s'il peut avoir un impact faisable. Est-ce qu'on a la même information? Est-ce qu'on reçoit les soumissions en même temps? Alors, plus à venir là-dessus, mais définitivement très excitant. Merci. Alors, ce qu'on apprend de la conférence en particulier, c'est que à l'extérieur des patients qui prennent le centre, la collaboration, c'est vraiment un thème récurrent dans beaucoup de sujets. Merci beaucoup à vous deux pour vos commentaires très dynamiques. On va prendre des questions des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, bonjour Amanda, bonjour Sylvie, merci beaucoup pour la présentation. On a plein de questions, pas beaucoup de temps. Alors, je veux commencer en disant, et peut-être il y avait une séance juste avant la vôtre. Alors, une personne de l'indiqué, puis aussi quelqu'un qui représentait la communauté de médecins. Et beaucoup de la conversation était sur certains des défis euh, pour ce qui est de l'accès et certainement le temps que ça prend. Alors, l'habilité de rentrer les médicaments au pays, euh, comparé à d'autres pays, beaucoup de défis là. Alors, la question sur la table ici, c'est pour ce qui est de l'amélioration, où est-ce qu'on peut sauver du temps? Comment est-ce qu'on peut sauver du temps dans le processus pour avoir de l'accès plus rapide et un meilleur accès aux Canadiens? Alors, je sais que c'est une grosse question, puis je la pose à vous deux. Oui, Amanda, est-ce que tu veux commencer? Oui, je vais commencer. Puis je veux mentionner, j'ai plusieurs idées. Je vais mentionner quelques-unes pour que Sylvie puisse répondre aussi. Mais je pense que on a certains processus en place. Je pense que ce qui est clé, c'est que si les manufacturiers peuvent signer un contrat de confidentialité avec le Santé Canada pour le processus, ça aide à rendre les choses plus rapides. Euh, Envoyer vos soumissions avant le NOC avec les agences. On a eu de l'expérience où euh, on a été capable de donner nos recommandations une journée après le NOC. Ça ne veut pas dire que ça se passe à chaque fois, mais ça peut vous montrer à quel point ça peut rendre les choses plus rapides. Et voir, si vous avez des questions, s'il y a des situations uniques que vous avez, vous ne savez pas comment l'approcher, nous, on est là pour travailler avec vous pour s'assurer que ça soit accepté, qu'on peut faire une revue rapidement avec le plus petit délai possible. Et Sylvie, je te laisse la parole. Euh, merci, je pense que tu as couvert tous les éléments principaux pour cette question spécifique-là, mais juste rappelez-vous qu'il y a une décision d'abord du manufacturier d'envoyer une soumission dans différentes juridictions. Alors, des fois, on voit qu'au Canada,
c'est pas nécessairement un top 5 des juridictions pour recevoir ces dossiers-là. Alors, il y a les manufacturiers, mais il y a aussi les alors l'alignement avec les réglementations, le processus de Santé Canada, les SPI, et ensuite, il y a les ETS, puis finalement, il y a la négociation pour donner accès. Et il ne faut pas oublier que l'accès n'est pas juste en mettant sur une liste ou en donnant une recommandation pour le remboursement, mais il y a aussi différentes façons d'accéder. Et la première, c'est probablement la recherche pour les patients. Merci beaucoup. Puis je vais faire le pont à une autre question qui est quelles sont certaines stratégies potentielles pour améliorer l'inclusion des patients et des organisations patientes dans ces processus-là? Probablement, la stratégie la plus importante est d'inclure les patients dans nos processus d'évaluation. Alors, des fois, il y a des associations patientes bien structurées qui sont capables de donner des ressources pour les dossiers qu'on analyse. Et on comprend aussi que pour certaines associations, c'est plus difficile d'avoir ce genre d'accès. Alors, pour le Québec, on accepte des commentaires et différents documents des patients et des associations patients en anglais. Alors, il n'y a aucune obligation pour la traduction, ça c'est la première étape. Et on fait de notre mieux pour inclure des consultations directement avec les patients, des discussions. Et des fois, il y a des discussions entre Inès et un patient, par exemple, directement de un à un. Alors, on fait de notre mieux, dépendamment de la disponibilité et de la capacité de l'inclure dans nos processus, mais on fait de mieux pour inclure la voix des patients directement dans nos processus. Une des questions qui est venue de l'autre session, c'est qu'il y a encore plusieurs questions qui rentrent de l'industrie autour de l'attente entre d'un point de vue patient versus d'autres facteurs. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Alors, alors une discussion d'un groupe patient et le poids que ça a versus d'autres facteurs. Alors, je peux commencer là-dessus. Alors, nous, on a des patients à travers le processus, ça veut dire la poids du patient aussi. Pour ce qui est des résultats qui sont considérés importants, puis s'ils sont importants, on cherche les patients pour nous aider à donner cette information-là, mais c'est dur à dire relatif aux données elles-mêmes. Mais on s'assure d'incorporer et on peut voir à travers les recommandations de Gladys, on a commencé à incorporer un paragraphe spécifique dans les raisons pour les recommandations pour refléter sur ce qu'on a entendu des patients et si les preuves qui ont été vérifiées sont en ligne avec ces demandes de patients-là. Et on a un fond ici, et je vais poser la question directement, pour ce qui est des patients terminaux, SAD 4, pourquoi est-ce que ça prend tant de temps pour l'accès compassion? Si un patient est prêt à le prendre, pourquoi ne pas juste signer et continuer et donner accès? Et comme je l'ai dit plus tôt, il y a différentes façons d'avoir accès aux médicaments et on sait et on comprend dans certaines situations, l'urgence d'avoir accès. Euh, mais on fait face à différents éléments qui ne sont pas tous sous notre contrôle. Et
Je pense que une des grandes raisons pour ça, c'est que on ne fait pas des services médicaux et aux pharmaceutiques. On est une ETS, on a une approche plus globale et sociétale. Alors, la façon dont on procède à nos actions, c'est différent que quand on a un patient assis avec un médecin. Merci. Et je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais il y a au moins trois questions qui sont un peu de nature similaire. C'est ce que j'appelle la collaboration entre Inès et Kenneth. Et ça a été mentionné dans une session avant que des fois, vous prenez des décisions différentes sur les mêmes médicaments. Et c'est quoi le processus de réconciliation? Je suis sûr que vous êtes très au courant que ça arrive. C'est quoi les procédures? C'est quoi les façons dont vous collaborez pour éliminer ces différentes décisions basées sur un ETS similaire et une soumission similaire? Mandy, est-ce que tu veux commander? Oui, je peux commander avec ça. Alors, la première chose, c'est reconnaître que Kadef et Inès, on opère sous différents règlements. Alors, Kadef représente de 14 à 16 plans de médicaments et Inès travaille généralement avec la RAMQ. Alors, peut-être que c'est un disservice, mais la première chose, c'est reconnaître ça. Alors, ultimement, les besoins, les besoins pourraient être légèrement différents. Alors, on fait une revue de chaque médicament dans notre propre contexte, mais je vais partager que nous avons eu une réunion entre les deux organisations très récemment, en fait, la semaine dernière, euh, et en fait, on a regardé certaines des recommandations où on a eu des différences parce que c'est quelque chose qui est aussi un problème pour nous. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les deux comités, et on a regardé des recommandations pour oncologie et non-oncologie, et dans les cas où c'était différent, c'est pas l'interprétation des données. Oui, parce que même si on soumet au même niveau de données, les mêmes études et les mêmes essais, et les résultats qui sortent de ces études-là, euh, on présente, on présente les données à différents comités de sciences qui sont euh, construits d'humains qui ont leur propre valeur humaine et culturelle et ils peuvent apprécier la preuve de façon différente. Et comme Mandy a dit, au Québec, c'est probablement plus facile pour nous parce qu'on analyse les preuves et évalue la valeur directement avec quelque chose qui est déjà remonté dans le système. Alors, peut-être que des fois, il faut expliquer les différences entre les différentes recommandations que chacune de nos organisations amène à la table, mais à la fin, quand on amène les différents arguments, les éléments à la table, on n'est pas si loin que ça. Merci. Et je dois tenir les choses ici, mais encore une fois, je veux remercier vous deux d'avoir amené vos perspectives à la table. Et je dois dire que c'est un sujet chaud et, et vu l'évolution des traitements pour le cancer, les diagnostics, ça va être encore plus chaud, de plus en plus chaud. Alors, on espère avoir des futures collaborations avec vous.